Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mercredi 21 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous accompagner encore ce matin, merci d'être des nôtres. Oui, un 21 mai qui ressemble peut-être un peu plus côté météo à un 21 mars, c'est ce que vous allez peut-être ressentir encore une fois ce matin en sortant de la maison. C'est frais. Habillez-vous. Encore une petite laine ce matin, malgré la date avancée dans le mois de mai. Véronique sera avec nous pour les prévisions de la météo dans les prochaines secondes. On va se parler également un peu plus tard à l'émission avec mon collègue Jean-Philippe Robillard de ce que Donald Trump a annoncé hier. Ce système de défense antimissile, un peu calqué sur ce qu'on voit en Israël avec ce qu'on appelle le dôme de fer. Lui, il l'a baptisé aux États-Unis le dôme doré. Et le Canada, donc, pourrait effectivement rejoindre cette initiative. On va vous donner les détails de tout ça un peu plus tard à l'émission avec mon collègue Jean-Philippe Robillard. Vincent Maisonneuve, à cette heure-ci, comme à peu près tous les matins, est à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors, on savait que ça allait brasser. Ce sont les mots du premier ministre François Legault dans ses négociations avec les médecins au Québec. Et hier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, n'a pas exclu le recours à une loi spéciale éventuellement pour adopter son projet de loi sur la rémunération des médecins. Et on entend de plus en plus cette grogne des médecins. Et on a eu encore un autre exemple hier avec ce reportage de notre collègue David Gentili. Oui, David Gentili qui est allé rencontrer deux médecins famille, parce que vous savez que le projet de loi vise à revoir la rémunération des médecins pour pousser les médecins à offrir plus de plages horaires, bref, pour pousser les médecins à offrir plus de rendement. Et notre collègue est allé voir des médecins qui sont étiquetés médecins qui travaillent à temps partiel pour voir est-ce que c'est vrai qu'elles travaillent à temps partiel, parce qu'on parle de deux femmes dans ce cas-ci. Vous allez voir leur réponse, c'est pas tout à fait le cas. On y revient dans les prochaines minutes, on va vous les faire entendre également. Véronique, justement, est en studio. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Ça ressemble pas mal au mois de mars, comme ce qu'on vit comme température. Là. C'est pas mal plus printanier que pré-été, oui, disons-le comme ça. 9 toujours, c'est ce qu'on a à Montréal. Ça varie entre 5 et 10 degrés là, sur le sud du Québec, 9 à Québec. Les températures aujourd'hui vont grimper un petit peu plus. Alors, on pourrait aller chercher 15 à 18 quand Toujours même. pas de soleil, non? Toujours pas là? Éclairci. Éclairci, OK. Éclairci au sud, un petit peu plus de soleil pour les gens plus à l'est. Alors, ça ira mieux pour l'est du Québec aujourd'hui. Mais quand même, nuageux, éclairci, probabilité d'averse très, très faible, 40 surtout vers les Laurentides, la Naudière principalement. La nuit prochaine, sensiblement les mêmes minimums. Là, c'est du 7 à 10 degrés. Demain, ce sera principalement couvert aussi. Mais là, les températures redescendent un peu, 13 à 15. Probabilité d'averse, c'est en fin de journée surtout, autour de 40 Les Laurentides, on aura quelques précipitations demain, faible averse. Vendredi, samedi aussi, ça traîne. On est près de 10, 11 degrés. Il y a des records de fraîcheur à surveiller. Là. Ah oui, hein? Entre autres, pour la journée de vendredi à Montréal, là, on pourrait établir un nouveau record. Pas qu'on le souhaite, mais ça pourrait se faire. Le record précédent, l'avez-vous pas loin? Oui, j'ai ça ici. Donc, pour la journée de jeudi, c'est 9 degrés en 2006, celle de vendredi 11 en 1963 et celle de samedi 10 en 1956. Et on pourrait battre ça. Donc, on pourrait s'approcher de ça dangereusement ou établir de nouvelles marques. Mais là, à partir de dimanche, ça ira mieux. Partiellement, on retrouve le soleil, puis les températures de saison vont revenir au rendez-vous la semaine prochaine. Ça veut dire la barre des 20 degrés au moins. D'ici là, les nuages sont de retour en Abitibi. La probabilité d'averse, 40 13 aujourd'hui. On parlait d'amélioration dans l'est du Québec. Ce sera le cas. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, sous un ciel avec, je dirais,
variable, 12 à 16 degrés, c'est quand même bien. Il y aura davantage de nuages encore demain. La Gaspésie, ça reste assez nuageux. Les éclaircies viendront cet après-midi. Même chose sur la Côte-Nord, 11 à 13 degrés. Nord et centre de l'Ontario, c'est variable, 13 à 17. Pluvieux vers Toronto. Windsor, c'est une pluie qui commencera un petit peu plus tard ce matin, 13 à 15 degrés. Probabilité d'averse 40 pour la région d'Ottawa. Assez nuageux, 16, c'est le maximum anticipé. Même chose à Vancouver, il fera 16 aussi. Ça se dégagera cet après-midi. Le temps plus chaud va revenir dans les prairies vers la fin de la semaine, mais d'ici là, 11 à 14 degrés pour Edmonton et Calgary. Il y a des averses et des risques d'orage encore aujourd'hui. Sur le sud de la Saskatchewan, nuages et averses également, sous la barre du 10 côté température et 19 à Winnipeg sous les nuages. On retrouvera la vingtaine de degrés et même un peu plus là aussi vers la fin de la semaine. Donc, situation de blocage atmosphérique. Nos conditions ne changeront pas d'ici les prochains jours. Amélioration dimanche et retour des températures de saison lundi. OK, on le sait, on va vivre avec. Voilà. On n'a pas vraiment le choix. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Au sport, Olivier Pellerin est avec nous. Bonjour, Olivier. Bonjour. Jour de bilan hier pour plusieurs équipes, autant dans la Ligue nationale de hockey que dans la Ligue professionnelle, dans la Ligue de hockey féminin. C'était peut-être pratiquement une journée spéciale au Canada. 3 équipes qui faisaient le bilan de cette saison. Commençons effectivement par les équipes de la LNH, les Jets de Winnipeg et les Maple Leafs de Toronto. Effectivement, rencontraient les médias hier pour clore cette saison qui a été chez les Jets, couronné de succès en saison régulière, une sortie malheureuse lors du match numéro 6 au deuxième tour face aux Stars de Dallas, qui est beaucoup revenu dans ses points de presse, entre autres avec celui de Connor Hellebuyck. C'est l'expérience acquise et surtout cette fin émotive. Hein. Souvenez-vous, lors de ce dernier match, Mark Scheifele qui s'est présenté lors de ce match après avoir perdu son père. Connor Hellebuyck expliquait là, que ce genre d'émotion vécue en tant que groupe risque de tisser davantage cette équipe et qui pourrait les aider au cours de la prochaine saison. Bien sûr, ils auraient aimé un meilleur résultat lors des séries éliminatoires, mais Hellebuyck disait entre autres que dans son cas, du moins, là, il faudra peut-être apprendre à moins, réfléchir moins lors des matchs de séries éliminatoires. En fait, il disait qu'il était beaucoup dans sa tête, essayait de revoir son jeu alors qu'on doit se baser sur ce qu'on a acquis en 82 matchs, et c'est ce qui a expliqué peut-être certaines ratées durant les séries, mais dans l'ensemble, là, ça a été un bilan assez positif chez les Jets. Et puis chez les Maple Leafs de Toronto, là, c'est pas un secret, là, c'est la situation de John Tavares et de Mitch Marner au cours de la prochaine entre-saison. Qu'est-ce qu'on fera avec eux? Est-ce qu'ils réussiront à revenir avec les Maple Leafs de Toronto ou est-ce qu'on les laissera partir? Ils deviendront tous les deux joueurs autonomes sans compensation donc à l'issue de cette saison. Dans le cas de John Tavares, il a dit avoir des discussions positives avec l'organisation, donc pourrait peut-être s'entendre à rabais pour demeurer avec l'équipe de son enfance. Pour Mitch Marner, ça semble beaucoup moins clair. On semble plus près d'une sortie dans le cas du jeune attaquant de 28 ans qui vient de connaître sa meilleure saison plus productive avec 102 points. C'est la première fois qu'il atteint la barre des 100 et peut-être qu'il pourrait être tenté là, d'aller voir ailleurs peut-être pour se relancer, peut-être aller remporter une Coupe Stanley parce que ça semble très difficile chez les Maple Leafs de Toronto. Et dans la LPHF, c'était bilan pour la victoire de Montréal qui a été éliminée par la Charge d'Ottawa dès le premier tour. Et dans le vestiaire, là, ce qui retenait l'attention, c'est cette fameuse expansion qui viendra certainement changer le visage de cette équipe. Il semblait acquis. Danielle Sauvageau, la directrice générale de l'équipe, a dit que Marie-Philippe Poulin ne s'en va de nulle part, et ça, c'est un secret de polichinelle. Mais il y avait d'autres joueuses, Kayla Barnes, Erin Ambrose, défenseuse de l'équipe, là, qui avait les yeux un peu mouillés là, parce qu'elle savait que c'était peut-être une dernière saison à Montréal. Et donc ça a marqué vraiment un bilan de saison. On attendra pour voir déjà la liste des joueuses protégées. On peut écouter Marie-Philippe Poulin, qui elle-même était émotive par rapport à l'idée d'avoir à changer là, de coéquipière au cours de la prochaine saison. On l'écoute. C'est une nouvelle ligue, on veut grandir. On a 2 équipes qui s'en viennent avec Vancouver et Seattle. Tu crées ces liens-là d'amitié tout au long de la saison. Tu crées une culture ici où que tu veux que les filles restent. Puis je pense qu'en créant cette expansion-là, tu sais que malheureusement, ça fait partie du professionnalisme que des filles vont partir. Puis je pense qu'on ne sait pas exactement c'est qui et tout et quoi, mais je pense qu'à la fin de la journée, tu ne vas jamais perdre ses amis-là, ces coéquipières-là, mais ça fait partie du sport professionnel. Il disait d'ailleurs que de remporter cette fameuse Walter Cup était un rêve pour elle. Elle a 34 ans et il en reste moins de saisons qu'il en restait. Et donc, ce sera surveillé. Rapidement, hier, dans la Ligue nationale, les Panthers de la Floride disputaient leur premier match face aux Hurricanes de la Caroline. Et ça a été une victoire convaincante de 5-2 des Panthers lors de ce match numéro 1 face aux Hurricanes de la Caroline. Donc, ils prennent les devants 1-0. Je vous ferai un bilan aussi dans la LPHF. Il y avait premier match entre le Frost de Minnesota. Gagné. Voilà, victoire de 2-1. Et puis, le Canada a terminé les championnats du monde, le tour préliminaire avec une victoire de 5-3 face à la
Suède hier. Donc, ils affronteront en quart de finale le Danemark. Ils terminent premier de leur groupe. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Oui, le ton monte, on peut le dire, entre les médecins et Québec. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, on sait, veut revoir la rémunération des médecins, veut lier ça avec leur rendement, leur performance davantage. Donc, veut que les omnipraticiens, les médecins de famille, offrent plus d'heures de service à la population. La Fédération estime que la majorité des médecins travaillent déjà à temps plein. Un bras de fer, effectivement, alors que Québec n'exclut pas, on l'a entendu hier de la bouche du médecin, le bâillon pour faire adopter son projet de loi sur cette performance des médecins. Donc, effectivement, vous nous présentez, on revient là-dessus, c'était dans le reportage de notre collègue David Gentile, Vincent. Deux femmes, deux médecins qui, aux yeux du gouvernement, ne travaillent pas assez, mais elle explique assez bien de quelle façon leur vie est organisée dans le reportage en question. Oui, deux médecins de famille que notre collègue David Gentile a rencontrés. Deux portraits très différents. La première qu'on va entendre, elle n'a pas encore 40 ans. Elle travaille comme médecin de famille dans une clinique. Elle travaille aussi pour le curateur public dont la mission est de veiller à la protection des personnes inaptes. Elle a 4 jeunes enfants et aux yeux de l'État, elle travaille à temps partiel. Mais voici ce que Dr Rachel Goubeau en pense de cette étiquette de médecin qui travaille à temps partiel. De dire qu'on travaille à temps partiel en prenant les mauvais chiffres, je trouve ça très, très, très insultant, en fait, parce que c'est pas vrai. Ce qui m'indispose, c'est le discours de mensonge, en fait. Pourquoi Dr Goubeau dit ça? C'est parce que voir un patient en clinique, ça ne représente qu'une petite partie de son travail. Tous les dossiers qu'on fait le soir quand on rentre chez nous, là, les patients que j'ai vus tantôt, là, mes notes ne sont pas finies. Là. Je vais finir ça tantôt en rentrant chez nous une fois que mes enfants vont être couchés. T'sais. Tout ça, il n'y a pas de code de facturation, mais c'est correct parce que dans le fond, c'est inclus dans ma journée, c'est bien correct. Mais on sous-estime le nombre d'heures que vous faites. Ah, mais c'était, je veux dire, tous les formulaires, tous les papiers, tout ça. Chaque journée en clinique génère probablement une demi-journée de paperasse puis de labo par la suite qui n'est pas rémunérée, mais surtout qui n'est pas comptée dans nos statistiques. Oui, puis ce qu'elle disait aussi, c'est qu'elle a un horaire allégé par rapport à d'autres médecins, mais qu'elle veut concilier aussi sa vie de professionnelle avec sa vie de famille. Oui, avec 4 jeunes enfants. 4 jeunes enfants, quand même. C'est un travail à temps plein, ça aussi, effectivement. OK, il y a des médecins aussi en fin de carrière, donc ça, c'est l'autre portrait qui ont décidé de ralentir un peu, qui ont peur d'être pénalisés en continuant à travailler. Oui, c'est notamment le cas d'Isabelle Langlois, 40 ans de pratique, qui a eu des ennuis de santé, mais qui est revenu pour continuer à suivre ses patients. Et aujourd'hui, Dr Langlois se sent un peu dans la mire du projet de loi du gouvernement. Je dois être ciblée. Pourtant, tu sais, je veux dire, moi, j'ai commencé à pratiquer en 87. J'ai toujours travaillé plus, des fois 50, 60 heures par semaine. À certains niveaux, moi, ma retraite était prévue en décembre 2024, mais suite aux problèmes de santé où j'ai été absente presque 1 an et demi, là, j'ai décidé de revenir parce que je trouvais que ça avait coupé trop abruptement. Alors, je suis contente de revoir mes patients sont contents de me voir, mais là, si le système me rejette, je vais m'en aller chez nous, puis je vais faire mes petites choses. Est-ce que le système a le moyen de se priver de ce genre de médecins? C'est la question. Mais 2 médecins qui rappellent aussi que leur salaire est déjà établi en fonction de leur rendement, car elles sont payées à l'acte. Donc, l'incitatif salarial est là. Et les deux se demandent en quoi le projet de loi va améliorer l'accès aux soins quand les patients ont, par exemple, de la difficulté à avoir accès à des psychologues, à des physiothérapeutes, à des nutritionnistes. Voici encore une fois la docteure Rachel Goubeau. Bien, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on revienne en arrière sur ce discours de docteur bashing, là, de dire que c'est de notre faute, puis de dire que si l'accès n'est pas bon, c'est nous, puis qu'on est trop payé. Tout ce discours, c'est tellement négatif, puis ça tue tellement la motivation des troupes. Là. C'est pas comme ça que le système va aller mieux. Là. À l'inverse, ça serait de dire « Hey, de quoi vous avez besoin? On vous écoute, on met ça en place, puis on va le régler, le problème. On en a plein. Écoutez-nous, tu sais. Écoutez-nous, le milieu vous en donne des solutions. Arrêtez d'arriver avec des affaires de même. Là. Donc voilà, 2 témoignages très différents. Et on voit que ça affecte le moral, là, ce bras de fer entre Québec et les médecins. Merci beaucoup, Vincent. J'en prie. Bonne journée.
Je retrouve Marie-Jeanne Dubreuil dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Alors, il est beaucoup question ce matin dans les quotidiens de cette réponse internationale sur ce qui se passe à Gaza. Oui, ça ne passe pas inaperçu, là, cette pression internationale qui s'accentue sur Israël, comme on peut lire par exemple en une du Globe and Mail, le Royaume-Uni qui suspend ses échanges commerciaux avec Israël tout de suite, là, ou presque, là, quelques heures après la publication d'une lettre commune avec le Canada et la France qui menaçait de prendre des actions si l'État hébreu refusait toujours de cesser ses opérations militaires à Gaza. L'Union européenne également va lancer un réexamen de son accord d'association avec Israël. C'est la plus forte condamnation à ce jour, selon la BBC, des actes qui se passent du côté de Gaza. Et dans le National Post, on ne cache pas la réaction négative d'Israël face à ces sanctions internationales. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avait riposté là, à ces sanctions en accusant les pays qui les faisaient d'offrir une énorme récompense au Hamas pour ces attentats, notamment du 7 octobre. L'ambassadeur israélien à Ottawa affirme de son côté que son pays est déconcerté par le choix du Canada de joindre sa voix au Royaume-Uni et à la France. Il propose même au premier ministre Mark Carney de visiter Israël par lui-même pour qu'il témoigne de la situation. N'empêche que, comme on peut lire dans Le Devoir, malgré cette pression internationale, les bombes continuent de tomber sur Gaza. Et la Presse Plus aussi qui nous apprend, ça, il faut sortir un peu des unes, là, mais qu'il y a 2 fondations au Canada qui ont vu leur financement être arrêté parce que ces fondations-là envoyaient une partie de leur argent du côté d'Israël pour financer ce qui se passe du côté de Gaza. Donc, c'est à lire ce matin. Ça aussi. D'autres enjeux internationaux qui retiennent l'attention dans les médias, notamment, c'est pour parler pour la création d'un dôme doré là, de Donald Trump qui a affirmé que le Canada faisait partie des discussions pour la création de ce système de défense antimissile, mais je laisserai Jean-Philippe vous donner plus de détails un peu plus tard. Parlons maintenant de la menace de grève chez Poste Canada. On en a beaucoup parlé au cours des dernières heures. Il y a certains entrepreneurs, beaucoup des PME, qui décident de se trouver tout de suite une autre option pour envoyer leurs colis ou leurs lettres. Voilà, c'est ce qu'on apprend dans Le Devoir ce matin. On le sait là, que plusieurs petites entreprises ont vécu durement la dernière grève, là, celle avant les fêtes, chez Poste Canada. On avait parlé de 32 jours de débrayage quand même. Et là, il y a cette menace de grève. Ça pourrait survenir dès vendredi pour les 55 000 employés de Poste Canada. Et donc, il y a des entreprises qui prévoient le coup d'avance. Là, depuis mardi, une entreprise qui s'appelle Les Mauvaises Herbes, par exemple, qui dit qu'elle s'est tournée qu'elle a cessé d'utiliser le service postal de Poste Canada, qui assurait 75 % de ses livraisons de colis. Et c'est plutôt tourné vers un transporteur privé, notamment Purolator. Ça lui coûte plus cher, mais elle préfère ça, dit l'entrepreneuse, que d'être bloquée en cours de livraison pour ses commandes. Elle dit que, elle va perdre de l'argent dans tout ça. Donc, débat qui est déchirant probablement pour les PME, mais nécessaire en ces incertitudes de grève. Et toujours dans Le Devoir, Le Devoir qui poursuit sa série sur les rénovations d'écoles, les projets de construction, d'agrandissement d'écoles qui sont mis sur pause. Et là, on pense déjà à la rentrée. On nous dit que la prochaine rentrée pourrait être difficile dans les écoles où il y a ces chantiers qui ont été mis sur pause. Ça force les centres de services scolaires notamment à se tourner vers des classes modulaires et les partis d'opposition à Québec qui craignent les conséquences que ça pourrait avoir sur les élèves. L'inflation qui ralentit au pays, on l'a vu hier avec les chiffres de Statistique Canada, exception faite du Québec. Oui, voilà, l'indice des prix à la consommation qui a ralenti à 1,7 %, mais c'est pas autant une bonne nouvelle qu'on pourrait le croire, comme on peut le lire dans la presse. Ça pourrait notamment inquiéter la Banque du Canada, sans oublier que le Québec, les Québécois font partie de ceux qui ne sont pas vraiment affectés dans tout ça. C'est ce qu'on peut lire en une du Journal de Montréal. Autre nouvelle en rafale, là, je vous dirais, à lire, évidemment, cet effondrement du côté de Blainville, un travailleur de la construction qui est mort, 3 de ses collègues qui ont été blessés. Ça pose des questions sur le terrain sur lequel a été construite cette structure-là et aussi des incendies liés à des batteries au lithium à surveiller. Ça, c'est en une de la presse parce qu'il y a beaucoup de nos appareils qui sont construits avec ces batteries-là. On parle de plus de 70 incendies seulement l'an dernier à Montréal. Merci Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée. Marie-Jeanne, oui, en a glissé un mot. C'est dans plusieurs médias ce matin, plusieurs quotidiens. Le président américain Donald Trump qui a annoncé la construction d'un bouclier anti-missile. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, il avait signé un décret oui, pour développer ce qu'il appelle un dôme doré, l'équivalent un peu du dôme de fer dont on parle souvent en Israël. Donc, effectivement, un projet
titanesque. Oui. Et c'est vraiment la nouvelle ambition de Donald Trump, de construire donc un bouclier antimissile qui protégerait à la fois les États-Unis et le Canada. Mathieu, c'est un projet qui prévoit le déploiement de centaines de satellites. C'est un projet donc qui s'inspire, vous l'avez dit, de ce qui existe déjà en Israël depuis une quinzaine d'années. Mais selon le président Trump, ce n'est pas juste un dôme de fer. On sait qu'il aime beaucoup les superlatifs. Comme en Israël, selon Donald Trump, ce qu'il va construire, c'est un dôme, vous l'avez dit, un Golden Dome, un dôme d'or qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus efficace que ce qu'on trouve en Israël. Selon Donald Trump, ce dôme sera capable d'intercepter tous les missiles, Mathieu, même s'ils parviennent de l'autre bout du monde. On l'écoute. Pendant la campagne, j'ai promis au peuple américain de construire un bouclier antimissile de pointe pour protéger notre pays de la menace d'une attaque de missiles étrangers. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons officiellement choisi une architecture pour ce système de pointe qui déploiera des technologies de nouvelle génération sur Terre, en mer et même avec des capteurs et des intercepteurs basés dans l'espace. Le dôme d'or sera capable d'intercepter des missiles même s'ils sont lancés depuis d'autres parties du monde et même s'ils sont lancés depuis l'espace. Est-ce qu'on a une idée de combien tout ça peut coûter? Oui, c'est intéressant. Selon le président américain Donald Trump, ça pourrait coûter environ 175 milliards de dollars, mais il y a le bureau du budget du Congrès, Mathieu, qui estime que ça coûtera plutôt plus de 500 milliards de dollars. C'est un projet qui serait pleinement fonctionnel avant la fin du mandat de Donald Trump. Donald Trump qui a également dit que le Canada les a appelés et qu'il veut en faire partie. Selon lui, les Canadiens, semble-t-il, veulent être protégés. Canada, they want to hook in and they want to see if they can be a part of it. Sort of makes sense. I guess that's Alors, Donald Trump qui affirme que son administration discute actuellement avec le Canada, avec les Canadiens, pour voir s'ils peuvent en faire partie de ce projet, mais il soutient que le Canada devra payer sa juste part. Oui, est-ce que le premier ministre ou son gouvernement a réagi? Bien, le bureau du premier ministre a réagi, il l'a fait par voie de communiqué. Alors, ce qu'il a dit, et je le cite si vous me permettez, les Canadiens ont donné au premier ministre un mandat fort pour négocier une nouvelle relation globale avec les États-Unis en matière de sécurité et d'économie. Ce que dit également le bureau du premier ministre Carney. Le premier ministre et ses ministres ont des discussions qui portent naturellement, Mathieu, sur le renforcement de NORAD et sur des initiatives connexes telles que le Dôme d'or. Alors, probablement qu'aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney qui va sans doute réagir à cette information, mais cette fois-ci de vive voix. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Entre autres à surveiller aujourd'hui, oui, peut-être effectivement d'autres réactions du gouvernement Carney sur cette histoire de dôme doré annoncée hier par Donald Trump. On va aussi surveiller cette réunion qui a commencé hier, mais qui vraiment s'enclenche aujourd'hui. Les ministres des Finances des pays du G7 qui sont réunis en Alberta et également suite de cette rencontre préparatoire justement du cabinet Carney en vue du retour des parlementaires à Ottawa. Voilà donc pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radios-journaux du matin. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.